Bonjour et bienvenue dans notre exploration du jour. On plonge aujourd'hui au cœur du football sénégalais, un sujet qui passionne, c'est clair, et plus précisément dans les stratégies, peut-être les non-dits aussi, autour de l'équipe nationale, les Lions de la Teranga. Alors, la source principale dont on va parler, c'est un article récent qui décrypte la dernière conférence de presse du sélectionneur Pape Thiaw. Et au centre des attentions, il y a un nom qui brûle un peu les lèvres de beaucoup de supporters, celui du jeune attaquant Robinho Vaz. Notre mission, si on peut dire aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu la posture du sélectionneur face à ce dossier, de comprendre les enjeux derrière tout ça, et puis qu'est-ce que ça nous dit de la dynamique actuelle du foot sénégalais. Alors, prêt à analyser ça en détail ? Tout à fait. Et c'est une situation qui cristallise pas mal d'aspects fascinants du football international moderne. On parle de la gestion des talents qui émergent, de l'influence de l'opinion publique, des médias, mais aussi, et peut-être surtout, des parcours de plus en plus fréquents de ces joueurs qu'on dit multi-éligibles, ceux qui peuvent choisir entre plusieurs sélections. Le cas Vaz, franchement, c'est un excellent cas pratique pour comprendre ces dynamiques assez complexes finalement. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. L'article nous remet dans le contexte. Cette conférence de presse de Pape Thiaw, elle a eu lieu ce jeudi, on est le 6 novembre 2025. L'objectif officiel, c'était quoi ? Annoncer la liste pour 2 matchs amicaux. Et pas des petits matchs, contre le Brésil le 15 novembre et puis le Kenya le 18. 2 belles affiches, on est d'accord. Mais bon, comme souvent, ce sont parfois les absents qui font le plus parler. Et là, le nom de Robinho Vaz, il n'était pas sur la liste. D'ailleurs, l'article nous rappelle une sorte de marque de fabrique de Pape Thiaw, une approche qu'on lui reconnaît souvent. Il aime bien sortir de nouvelles têtes de son chapeau, comme dit l'article. C'est assez joliment dit d'ailleurs. Il a cette réputation, de ne pas hésiter à lancer des jeunes, ou des joueurs un peu moins attendus. On cite les exemples d'Ibrahim Mbaye, de Mamadou Sarr, qui ont été intégrés récemment. Ça illustre bien cette tendance. Il incarne un peu cette idée que tout le monde a sa place dans la tanière. C'est l'expression des supporters. Oui, c'est une philosophie intéressante, cette politique de la porte ouverte. On peut y voir une stratégie assumée, peut-être pour maintenir une concurrence saine, une certaine émulation dans le groupe. L'idée derrière, c'est sans doute que personne ne doit se sentir installé, que la performance prime avant tout. Et puis ça permet aussi, en théorie, de renouveler l'équipe petit à petit, de ne pas être dépendant d'un noyau qui vieillit ou qui est en méforme. C'est potentiellement très positif pour la vitalité de l'équipe sur le long terme. Mais est-ce que cette approche, elle peut pas aussi avoir ses revers ? Garder une porte aussi ouverte comme ça, ce n'est pas aussi un risque pour la cohésion, la stabilité du groupe, peut-être ? Ah, c'est une excellente question. Oui, bien sûr, il y a potentiellement un revers. Un turnover trop important ou l'intégration constante de nouveaux visages, ça peut parfois nuire aux automatismes, à la cohésion d'un groupe qui a besoin de repères communs, surtout au niveau international où le temps de trépas est hyper limité. L'équilibre, il est subtil. Il faut injecter du sang neuf, c'est sûr, mais sans déstabiliser tout l'édifice. La réussite de cette approche, ça dépend beaucoup, je pense, de la capacité du sélectionneur à gérer les égos, à intégrer vite les nouveaux dans le projet collectif. C'est un art délicat, en fait. D'accord. Et c'est précisément là, dans ce contexte, que le cas Robinho Vaz prend une dimension un peu particulière, non ? L'article le dit clairement, sa convocation est de plus en plus réclamée. On sent qu'il y a une vraie ferveur populaire. Alors, rappelons juste qui il est. Né à Mantes-la-Jolie, en France, il joue attaquant à l'Olympique de Marseille, et ses stats actuelles en Ligue 1, elles donnent du poids à cette demande. 4 buts, 2 passes décisives cette saison, pour un joueur qui évolue dans un championnat comme la Ligue 1 et dans un club comme l'OM avec toute la pression médiatique, franchement ce n'est pas rien. Dites qui parle, c'est clair. Mais ce qui rend le dossier particulièrement complexe et passionnant, c'est évidemment sa situation administrative. L'article le met bien en lumière. Robinho Vazen, il a plusieurs passeports, plusieurs attaches. Il est éligible pour le Sénégal, bien sûr, le pays d'origine de sa famille, mais aussi pour la France, son pays de naissance, et pour la Guinée-Bissau. C'est ça, la fameuse multi-éligibilité, une situation de plus en plus courante dans le foot mondialisé d'aujourd'hui. 3 options sur la table, donc. Carrément. Ça change tout par rapport à un joueur qui n'aurait qu'une seule nationalité sportive possible. Une chance et une source de pression potentielle assez intense, il faut le dire.
Il doit faire un choix qui va avoir des conséquences majeures sur sa carrière internationale et qui touche aussi à son identité personnelle, forcément. Et pour les fédérations concernées, donc ici le Sénégal, la France, la Guinée-Bissau, c'est une sorte de compétition pour attirer le talent. Chaque fédération doit déployer une stratégie de séduction tout en respectant les règles, le rythme du joueur. Pour Pape Thiaw, ça veut dire naviguer dans des eaux un peu délicates, montrer un intérêt clair, sincère, convaincre du projet sénégalais, mais sans avoir l'air de mettre une pression folle qui pourrait être contre-productive. Et tout ça, bien sûr, sous le regard insistant du public et des médias sénégalais. C'est pas simple. Oui, je vois. Et justement, parlons de cette gestion de la pression. Pape Thiaw a été interrogé là-dessus, directement pendant sa conférence de presse. Sa réponse, elle a été comment? L'article rapporte ses propos. Il a été plutôt franc sur la clameur populaire. Il dit « En tant que sélectionneur, je sais que c'est une demande nationale. » Bon, au moins il ne nie pas l'évidence, il ne fait pas semblant. C'est une reconnaissance claire de l'ampleur du phénomène vase. Et puis, il révèle une action qu'il a déjà entreprise. Depuis le début, je me suis rapproché de sa famille. Je dirais stratégiquement très importante. Dans beaucoup de cultures, et c'est particulièrement vrai pour les joueurs issus de diaspora africaine, la famille joue un rôle central, souvent bien plus influent que l'agent ou même le club dans ce type de décision qui a une charge émotionnelle et identitaire forte. En disant qu'il a contacté la famille, Thiaw montre qu'il comprend ses codes culturels, qu'il adopte une approche respectueuse, personnalisée, et il ne s'agit pas juste d'évaluer le potentiel sportif, mais de construire une relation, de montrer que le projet sénégalais prend en compte l'humain derrière le joueur. C'est souvent une clé essentielle pour convaincre dans ces dossiers de joueurs multi-éligibles. C'est malin en fait. Oui, c'est une démarche en coulisses qui a l'air réfléchie, mais alors, pourquoi cette prudence extrême dans sa communication publique? Parce que sa conclusion, telle qu'elle est rapportée, elle est très laconique. Maintenant, les choses continuent, on verra plus tard. C'est un peu court, non? On pourrait presque y voir un manque d'enthousiasme, ou je me trompe? Manque d'enthousiasme? C'est une interprétation, oui, c'est possible, mais je pense que c'est plus complexe que ça. Ce « on verra plus tard », c'est une formule de com très contrôlée. Presque un classique dans ce genre de situation un peu tendue. Ça peut vouloir dire plusieurs choses, et c'est là toute sa force, ou son ambiguïté si on veut. Premièrement, ça peut être juste une question de timing. Le joueur, il n'a peut-être tout simplement pas encore pris sa décision ferme. Entre le Sénégal, la France, la Guinée-Bissau, le processus de réflexion est en cours et Thiaw respecte ce temps. C'est une possibilité. D'accord. Inutile sur le joueur. La discrétion, c'est souvent important dans ces affaires. Troisièmement, ça peut aussi être une manière de protéger le joueur, en ne l'exposant pas tout de suite à la pression d'une sélection, aux attentes énormes qui iraient avec. Thiaw lui laisse peut-être l'espace pour continuer à performer en club sans cette charge mentale en plus. Et enfin, on pourrait même voir ça de manière plus stratégique. Une façon de ne pas se mettre en position de demandeur excessif, en disant « on verra », Thiaw garde une certaine maîtrise. Il ne donne pas l'impression que la sélection sénégalaise est complètement suspendue à la décision d'un seul joueur, même s'il est talentueux. C'est une posture d'attente active, oui, mais qui préserve l'institution. C'est vrai que, vu sous ces différents angles, cette petite phrase, elle prend beaucoup plus de poids. C'est pas juste de l'attentisme passif, quoi. Précisément. C'est une communication qui cherche à ménager toutes les parties et à garder toutes les options ouvertes, tout en affirmant implicitement que le processus suit son cours selon les termes définis par la Fédé et le sélectionneur, en dialogue avec l'entourage du joueur. C'est une forme de patience stratégique, on pourrait dire. Bon, si on récapitule un peu les éléments clés de cette situation, on a donc Pape Thiaw, sélectionneur sénégalais, réputé pour ouvrir la porte de la tanière à de nouveaux talents. Il est fidèle à une certaine philosophie de renouvellement, de mérite. Ça, c'est posé. Ce sélectionneur, aujourd'hui, il est face à une attente très forte, une demande nationale, comme il dit, pour intégrer Robinho Vaz, jeune attaquant qui brille en Ligue 1 avec Marseille, mais qui a cette particularité. Il peut choisir entre 3 sélections. Thiaw confirme avoir pris contact, notamment avec la famille du joueur. Ça montre une approche personnalisée, respectueuse des dynamiques familiales. Mais publiquement, il reste très prudent. Sa posture se résume à ce « on verra plus tard », qui laisse la porte ouverte, mais sans faire de promesses, sans fixer d'échéance. C'est un exercice d'équilibriste assez fascinant à observer, je trouve.
L'exercice d'équilibriste, il est emblématique de plusieurs tendances lourdes du football mondial actuel. On voit bien la globalisation des parcours, des talents naissent, sont formés loin des pays pour lesquels ils pourraient finir par jouer, c'est une réalité. On voit l'importance croissante de ces joueurs issus des diasporas, porteurs d'identités plurielles, qui sont confrontés à des choix de carrière, de vie, qui sont complexes. Et leurs décisions sont scrutées, commentées, parfois même instrumentalisées. Et ça oblige les fédérations, les sélectionneurs à adapter leurs méthodes. Il suffit plus d'envoyer une convocation par la poste, quoi. Il faut séduire, expliquer un projet, construire une relation, parfois sur le long terme. La communication devient un outil stratégique majeur. Pas seulement pour convaincre le joueur, mais aussi pour gérer les attentes passionnées des supporters, la pression médiatique. L'approche de Pape Thiaw, telle qu'elle ressort de l'article, elle semble intégrer toutes ces dimensions. L'intérêt sportif, le respect du joueur et de son entourage, et la gestion prudente du tempo médiatique. C'est assez complet comme approche. C'est une lecture très éclairante de la situation, merci. Et comme toujours, on aime bien finir en ouvrant une porte sur une réflexion un peu plus large. Vite à nous interroger sur l'évolution du paysage des sélections nationales. Cette multiplication des joueurs multi-éligibles, souvent très jeunes, déjà très exposés, comment ça va durablement transformer les stratégies de recrutement des fédérations? Est-ce qu'on assiste à une forme de mercato des équipes nationales, avec une concurrence de plus en plus forte pour attirer les meilleurs potentiels binationaux? Et quel impact ça a ou ça aura sur le concept même d'identité nationale dans le football? Surtout quand on ajoute l'influence énorme des réseaux sociaux qui exacerbent les passions, les pressions. Comment les petites fédérations, avec moins de moyens, peuvent-elles rivaliser dans cette course au talent? Ce sont des questions assez profondes, je trouve, qui redessinent peut-être les contours du football international de demain. Voilà une piste de réflexion.